Bonjour à vous. Cette vidéo est prioritairement destinée aux étudiants, et plus particulièrement à ceux de terminale, puisqu'elle a pour objectif de proposer de façon synthétique l'essentiel de ce qu'il faut retenir des 17 grandes notions qui figurent au programme du bac philo. Chaque notion est présentée ici en 3 lignes avant d'être synthétisée par 3 mots-clés. À chaque fois, 3 auteurs de référence sont proposés, et pour chacun, je me suis efforcé de résumer l'idée essentielle de sa théorie en une seule petite phrase facile à mémoriser. Vous l'avez compris, cette vidéo n'a pas la prétention de vous initier à de grandes idées philosophiques. Son but est beaucoup plus modeste et beaucoup plus pratique aussi. Il s'agit de proposer l'essentiel de ce qu'il faut savoir en quelques phrases faciles à comprendre et faciles à retenir. L'art désigne les activités et les œuvres par lesquelles l'être humain crée des formes sensibles, porteuses de sens, d'émotion ou de beauté. Il ne se réduit pas à la technique, même s'il suppose un savoir-faire. L'artiste ne produit pas seulement un objet utile, il cherche aussi à exprimer une vision du monde. L'art peut être compris comme imitation du réel, comme invention ou comme révélation d'une vérité invisible dans la vie ordinaire. Il a donc une dimension esthétique, mais aussi spirituelle, critique ou politique. La grande question est de savoir si l'art sert seulement à plaire ou s'il nous aide aussi à mieux voir, mieux sentir et mieux comprendre le réel. Le bonheur désigne un état durable de satisfaction profonde, différent du plaisir passager. Tous les êtres humains semblent le rechercher, mais les philosophes ne s'accordent pas sur sa nature. Dépend-il des circonstances extérieures, de la satisfaction de nos désirs, de la sagesse ou encore de la vertu? Certains, comme Épicure, le lient à la modération des désirs et à l'absence de troubles. D'autres, comme les stoïciens, affirment qu'il dépend surtout de notre rapport aux événements. Le problème central est donc de savoir si le bonheur est un idéal accessible ou un simple espoir, ou même une illusion. Réfléchir au bonheur, c'est se demander ce qui fait qu'une vie est véritablement réussie. La conscience, c'est la présence à soi-même et au monde. Elle permet de percevoir, de penser, de sentir et de dire « je ». Grâce à elle, l'être humain ne vit pas seulement, mais il sait qu'il vit. Elle fonde ainsi l'identité personnelle et la responsabilité morale, puisque je peux répondre de mes actes si j'en ai conscience. Mais la conscience n'est pas toujours transparente à elle-même. Nos habitudes, nos passions ou l'inconscient peuvent nous échapper. Dès lors, se connaître soi-même devient une tâche difficile. La conscience est donc à la fois ce qui nous rend libres et ce qui révèle les limites de notre lucidité sur nous-mêmes. Le devoir désigne l'obligation morale d'agir d'une certaine manière, indépendamment de nos envies ou de notre intérêt personnel. Faire son devoir, ce n'est pas faire ce qui nous plaît, mais ce qui est juste ou moralement exigible. Chez Kant, le devoir repose sur la raison. Une action est morale si elle peut valoir universellement et si elle respecte la dignité d'autrui. Le devoir peut cependant entrer en tension avec le bonheur, le désir ou les circonstances concrètes. Il pose donc la question suivante. Devons-nous obéir à des principes absolus ou bien adapter notre conduite aux situations? Réfléchir au devoir, c'est penser la morale comme exigence et non comme simple préférence. L'État, c'est l'institution politique qui organise la société par des lois, une autorité et des pouvoirs publics. Il a pour fonction d'assurer l'ordre, la sécurité, la justice et l'intérêt général. Sans État, la vie collective risquerait d'être dominée par la violence ou l'arbitraire. Mais avec trop d'État, la liberté individuelle peut être menacée. Toute la difficulté consiste donc à comprendre comment concilier obéissance aux lois et liberté des citoyens. Pour certains philosophes comme Hobbes, l'État protège les hommes contre le chaos. Pour d'autres, comme Rousseau, il n'est légitime que s'il exprime la volonté générale. Penser l'État, c'est interroger la légitimité du pouvoir politique. L'inconscient désigne l'ensemble des processus psychiques qui échappent à la conscience, tout en influençant nos pensées, nos désirs et nos actes. Avec Freud,
il ne s'agit plus seulement de ce que nous ignorons, mais d'une réalité active, faite notamment de désirs refoulés, de conflits et de pulsions. Cela remet en cause l'idée selon laquelle le sujet serait totalement maître de lui-même. Nos rêves, nos lapsus ou certains symptômes révèlent ainsi une part cachée de notre vie psychique. L'inconscient complique donc la connaissance de soi et la question de la liberté. Il montre que le sujet humain n'est pas un être parfaitement transparent à lui-même. La justice consiste à attribuer à chacun ce qui lui revient, selon des règles reconnues comme légitimes. Elle peut désigner à la fois le respect du droit, l'équité dans les rapports humains et l'idéal moral d'une société juste. Être dans son droit n'est pas toujours être juste. Une loi peut être en effet légale sans être équitable. La justice soulève donc plusieurs problèmes. Faut-il traiter tout le monde de la même manière ou tenir compte des différences de situation ? Comment punir justement ? Comment répartir les richesses et les droits ? Réfléchir à la justice, c'est chercher les conditions d'un ordre social fondé non sur la force, mais sur l'égalité et la reconnaissance. Le langage, c'est la capacité d'exprimer et de communiquer des pensées au moyen de signes, en particulier par la parole. Il permet aux êtres humains d'échanger, de transmettre des savoirs, de construire une culture et de vivre en société. Mais il ne sert pas seulement à traduire une pensée déjà formée. Il participe aussi à sa formation, car nous pensons en grande partie à travers les mots. Le langage peut toutefois être ambigu, trompeur ou manipulateur, car il permet de dire le vrai, mais aussi de mentir. Il pose ainsi une question essentielle. Les mots expriment-ils fidèlement le réel ou en donnent-ils seulement une interprétation ? Le langage est à la fois un outil de connaissance et un pouvoir. La liberté désigne d'abord la capacité de choisir, d'agir et de se déterminer par soi-même. Mais elle peut prendre plusieurs sens. Liberté d'agir sans contrainte, liberté politique garantie par des droits, ou liberté morale comme autonomie. Être libre ne signifie donc pas seulement faire ce qu'on veut. Nos choix sont influencés par notre éducation, nos passions, notre caractère, la société ou l'inconscient, ce qui conduit à se demander si la liberté est réelle ou partiellement illusoire. Pour beaucoup de philosophes, la véritable liberté consiste moins à suivre tous ses désirs qu'à se gouverner par la raison. Penser la liberté, c'est réfléchir à ce que signifie être l'auteur de sa propre vie. La nature désigne à la fois l'ensemble du monde physique, régi par des lois, et l'essence propre d'un être, ce qu'il est fondamentalement. Elle est souvent opposée à la culture, à la société ou à la technique, c'est-à-dire à tout ce que l'homme transforme ou construit. Mais cette opposition n'est pas simple. L'être humain fait lui-même partie de la nature, tout en la modifiant constamment. La nature peut aussi être pensée comme un modèle à respecter, ou au contraire comme une réalité neutre, sans valeur morale en elle-même. Cette notion conduit donc à s'interroger sur la place de l'homme dans le monde, sur l'idée de nature humaine et sur notre responsabilité envers le vivant. La raison, c'est la faculté qui permet de comprendre, d'analyser, de démontrer et de juger. Elle cherche la cohérence, la preuve et l'universalité, ce qui en fait un outil essentiel de la science, de la philosophie et de la morale. Grâce à elle, l'homme ne se contente pas d'opinions ou d'impressions. Il peut justifier ce qu'il pense et soumettre ses idées à l'examen critique. Mais la raison a aussi ses limites. Elle ne répond pas toujours à toutes les questions, notamment existentielles ou affectives. Elle peut même devenir froide ou purement calculatrice si elle oublie les fins humaines. Penser la raison, c'est donc réfléchir à la fois à sa puissance et à ses limites. La religion désigne un ensemble de croyances, de rites et de pratiques qui mettent l'être humain en rapport avec le sacré, le divin ou une réalité transcendante. Elle donne souvent un sens à l'existence, une espérance face à la mort et un cadre moral ou communautaire. Mais elle soulève aussi des questions philosophiques majeures. La foi est-elle compatible avec la raison ?
La religion exprime-t-elle une vérité, un besoin humain ou une illusion? Certains philosophes y voient une voie d'accès au sens. D'autres, comme Marx ou Freud, l'analysent comme une consolation ou une projection. Réfléchir à la religion, c'est examiner le rapport qui existe entre croyance, vérité, morale et conditions humaines. La science est une forme de connaissance rigoureuse fondée sur l'observation, l'expérimentation, le raisonnement et la vérification. Elle cherche à formuler des lois ou des théories capables d'expliquer les phénomènes de manière objective et universelle. Elle se distingue ainsi de l'opinion, qui repose sur des impressions ou des croyances non démontrées. Mais la science n'est pas un savoir figé. Ses résultats sont toujours révisables et son progrès passe souvent par la critique de ses propres théories. Elle ne répond pas non plus à toutes les questions, notamment morales ou existentielles. La science est donc un modèle de rationalité, mais elle doit être pensée avec ses méthodes, ses conditions et ses limites. La technique désigne l'ensemble des procédés, des outils et des savoir-faire grâce auxquels l'homme transforme la nature et agit efficacement sur le monde. Elle est inséparable du travail humain et du progrès matériel. Elle permet de produire, de soigner, de construire et de communiquer. Mais la technique n'est pas seulement un moyen neutre, elle modifie aussi nos modes de vie, nos rapports sociaux et notre rapport à la nature. Elle peut libérer l'homme de certaines contraintes, tout en créant de nouvelles dépendances ou de nouveaux dangers. La question philosophique est donc de savoir si l'homme maîtrise encore sa puissance technique ou s'il risque d'en devenir lui-même le serviteur. Le temps est ce dans quoi se succèdent les événements, mais il est aussi une dimension essentielle de l'existence humaine. On peut distinguer le temps mesuré par les horloges, objectif et quantifiable, et le temps vécu, subjectif, qui peut sembler long ou bref selon notre expérience. Le temps rend possible le changement, l'histoire, la mémoire et l'attente, mais il est aussi ce qui emporte les êtres vers le vieillissement et la mort. C'est pourquoi il est souvent lié à la finitude humaine. Réfléchir au temps, c'est se demander si nous le subissons, si nous pouvons l'habiter pleinement et comment passé, présent et avenir structurent notre conscience. Le travail, c'est l'activité par laquelle l'homme transforme la nature pour satisfaire ses besoins et produire des biens ou des services. Il est d'abord une nécessité, car il permet la survie et l'organisation de la vie collective. Mais il a aussi une dimension formatrice. En travaillant, l'homme développe des compétences, transforme le monde et se transforme lui-même. Le travail peut donc être source de dignité, d'autonomie et de reconnaissance. Pourtant, il peut aussi devenir aliénant lorsqu'il est pénible, répétitif, imposé ou réduit à une simple marchandise, comme l'a montré Marx. Réfléchir au travail, c'est penser à la fois la contrainte, la production, la liberté et la place sociale de l'homme. La vérité, enfin, désigne l'accord entre ce que l'on affirme et ce qui est, mais aussi l'exigence de justifier ce que l'on tient pour vrai. Elle s'oppose à l'erreur, à l'illusion, au mensonge et à l'opinion non fondée. Chercher la vérité suppose donc un effort critique, douter, examiner, démontrer, confronter les points de vue. Il existe plusieurs formes de vérité, scientifiques, logiques, historiques, morales, et elles n'obéissent pas toutes aux mêmes critères. La philosophie s'interroge alors sur les moyens d'atteindre le vrai, mais aussi sur sa valeur. Faut-il toujours dire la vérité? Peut-on supporter toute vérité? Penser la vérité, c'est réfléchir aux conditions mêmes du savoir.